Voilà, on est au complet. On peut y aller. À vous de jouer. Ah, une première question. C'est là. Alors, tout à l'heure, notre doctoresse, il avait présenté les tests avec Coxsackie positif et A, EBV positif et borréliose négatif. Quel est le protocole de traitement que vous faites? Vous posez la question à qui? Dr. Slade. You're okay with the question? Huh? Are you okay with the question? I think I know what you mean. Should we start now? Yeah. The thing is, if the Coxsackie virus, for example, is negative, and borreliosis Coxsackie was positive and Borrelia is negative, and the CD57 cells are low, and the patient has the symptoms of Lyme disease. I will do a treatment for Lyme disease. And usually we want to start, or we like to start with azithromycin. It depends from the symptoms, minocycline or doxycycline, artemisia, and maybe rifampicin. Alors, je vais essayer de dire ce que j'ai compris. En effet, vous avez vu que parfois, dans un premier temps, la sérologie de Lyme est négative et qu'elle peut se positiver par la suite. Donc c'était d'abord d'autres virus qui étaient sur le devant du pont. Maintenant, elle a, selon la clinique, quand même interprété qu'il s'agissait d'une Lyme. Donc elle a commencé le traitement de Lyme. So you did begin with Lyme treatment? I have started some. And if the immune system is low, for example, if the CD57 cells are below 30, I will give him some support for the immune system, like some medical mushrooms or some multi-messenger. En fait, voilà l'histoire, c'est que son système immunitaire était trop bas pour réagir au Lyme. Donc en particulier si les CD57 sont bas, alors elle va commencer par donner des soutiens du système immunitaire, en particulier certains champignons par exemple. Mushroom or what was the other scent? Multi-messenger. Multi-messenger. Yeah. This is one thing which especially supports the immune system. Ok, alors c'est un remède que je ne connais pas, qui s'appelle Multi-messenger, qui va remonter le système immunitaire. Il ne calme pas les virus, ça veut dire qu'il n'utilise pas l'homéopathie pour apaiser la force des virus parce qu'ils l'ont pris le dessus. Donc il n'a pas un double travail sur l'immunité et sur la baisse du système viral. Do you use homeopathic dilution to get down the viruses? You chose to go up with the immune system. Yeah. Till now we have no real agent for the viruses, no naturopathic agent, and that's a problem. At this time we are thinking about that. Yes, we will develop such things. Pour le moment, ils n'ont pas développé cela, mais ils sont en train de penser d'avoir une collaboration pour pouvoir travailler de cette manière. Pour le moment, ils ne l'ont pas encore expérimenté. Donc c'est le système qu'ils utilisent. Certainement que nous, en Suisse, on utilise avant tout l'abaissement des virus et après on attaque sur le système de la borréliose. On peut le faire, mais quand vous dites nous... Nous, ça veut dire que moi et puis quelques collègues. Voilà, quelques collègues. Ce n'est pas une pratique très courante. Non, c'est notre protocole. C'est notre protocole. On peut le faire. Yes, he's doing this. With homeopathic dilution of the viruses. Okay. To clamp down. Please, perhaps we can talk about that. Alors ça l'intéresse, on va en parler. Voilà, merci. Alors, vous avez parlé que les tiques peuvent donner la maladie de Lyme ou d'autres parasites, mais là j'ai entendu les tavans, les tans. Qu'est-ce qui fait encore partie de la panel où on doit se méfier des moustiques? Le contact entre humains, on s'embrasse. Est-ce que finalement il pourrait aussi avoir, on va pas parler de la psychose, mais finalement, est-ce qu'on peut se poser la question? On se pose la question. D'ailleurs, tout ce qui est produit sanguin, c'est un gros point d'interrogation. Et dans la partie Lyme, en tout cas sur le réseau Chronimed,
on sait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. En tout cas, les discussions qu'on a eues avec Perron, il est en ligne aussi avec ça, c'est pas exclu que ce soit pas dans les produits sanguins. Mais le problème dessus, c'est que si on fait sortir ça, et si en tout cas il y a une acceptation des autorités de santé par rapport à ça, c'est juste l'explosion. Parce que les gens ne voudront plus se faire transfuser, les gens ne voudront plus donner, et c'est le retour des histoires du sang contaminé, c'est entre guillemets un nouveau sida, quoi. Voilà. Donc, on ne peut pas exclure. L'autre chose qui est aussi largement sous-estimée aujourd'hui, c'est les contaminations in utero. Et on pense même que, enfin c'est même pas on pense, ça a été prouvé notamment aux États-Unis sur des fausses couches à répétition. Il a été retrouvé de la borrelia dans les produits de fausses couches. Via quelle voie, quelle analyse? Comment? Par quelle analyse? PCR. Par PCR, on a retrouvé de la borrelia dans des produits de fausses couches sur des femmes. Oui, sur le sujet, effectivement, c'est bien documenté dans le livre notamment du Dr Horowitz, dans le chapitre 3, qui s'intitule Mary had Lyme, donc Marie avait la maladie de Lyme, et où il explique comment une femme enceinte atteinte de Lyme, c'est un exemple parmi d'autres, une femme enceinte atteinte de Lyme donc, est soignée par Richard Horowitz pour Lyme pendant la grossesse. Parce qu'elle veut absolument avoir un enfant, donc elle est soignée avant la grossesse plus exactement, et puis quand elle fait une fausse couche, et quand on examine l'enfant, enfin le fœtus, on s'aperçoit que le cordon était complètement plein de Lyme et de borrelie, et l'enfant aussi, le fœtus aussi. Donc on a quand même la preuve de cette contamination. Donc qu'a fait Richard derrière? Il a de nouveau traité pendant 2 ans la femme par antibiothérapie à sa manière, c'est-à-dire une antibiothérapie de choc, et il propose à la femme de remettre une grossesse en route, elle recommence, et de nouveau fausse couche, et de nouveau on réexamine le cordon et le fœtus, et de nouveau on retrouve Lyme. Voilà, et donc ils ont décidé au final, c'est sur la 3e grossesse, de remettre une 3e grossesse en route avec des antibiotiques compatibles avec la grossesse pour pouvoir mener la grossesse à terme jusqu'aux 9 mois, et l'enfant est né à 9 mois. Je ne sais pas la suite de l'histoire, est-ce que l'enfant avait encore Lyme aussi ou pas, ça je ne sais pas, je n'ai pas la suite de l'histoire, c'est bien écrit dans son livre, parmi d'autres exemples. Et puis je reviens quand même sur la contamination par transmission sexuelle, elle est parfaitement décrite dans une publication qui est datée du 25 janvier 2014, et la conclusion de cet article-là indique que, avec un petit peu d'humour, un des participants à cette étude, qui a été faite dans différents pays, enfin aux États-Unis, avec différents intervenants, également australiens, britanniques et autres canadiens, termine en disant si on a de grandes chances, entre guillemets, d'attraper la maladie de Lyme par une piqûre de tique dans les bois, on en a une encore plus grande de l'attraper dans la chambre à coucher. C'est quand même la conclusion de l'étude. Donc oui, il y a transmission par voie sexuelle. Et ça rejoint les travaux du professeur Duret, dont je parlais ce matin, le professeur Paul Duret, qui a fait une autopsie sur un monsieur qui a été traité pendant 7 ans par antibiotiques pour sa maladie de Lyme. Ce monsieur est décédé. Paul Duret a autopsié différents organes, dont les testicules, et après 7 ans d'antibiotiques, on retrouve des borrélies dans les testicules du monsieur. C'est intéressant. Encore une petite question. Prenons en compte que quelqu'un dans la famille a un problème de Lyme sans le savoir, on essaie de faire des suppositions. On lave les vêtements tous ensemble dans les machines à laver. Est-ce qu'il y a une température à un niveau qui fait que ça détruit finalement les sous? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'hygiène qu'il faudrait faire? Je sais pas, quelque chose qui a été analysé là-dedans ou pas? Parce que ça pourrait se propager aussi comme ça, la résistance du parasite au niveau bien du virus et autres. Je crois qu'il ne faut pas, une fois encore, avoir peur du microbe, comme on a bien vu ce matin. Je crois que c'est vraiment un problème de terrain, c'est pas un problème de microbe. Puis les borrélies ne se promènent pas comme ça dans la machine à laver au sein des vêtements. Non mais maintenant finalement, parce qu'on a la situation maintenant des machines à laver, je suis pas dans Oui, non, je comprends bien. Maintenant, tout à coup, tu es à basse température, on est bien d'accord, et qu'à un moment donné, est-ce que peut-être il y aurait possibilité, mais je sais pas si tout d'un coup dans les examens biologiques, faut chauffer à telle température, et ça, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait de transmission par la sueur, ce genre de choses-là. Borrelia, c'est quand même ces infections bactériennes froides, elles ont besoin d'être avec le vivant.
c'est un peu, elles ont des analogies assez fortes avec les virus, les chlamydia, c'est pareil, hein, c'est des bactéries intracellulaires. Elles ont vraiment besoin d'être en contact avec les vivants. Et c'est pour ça qu'il y a des vecteurs, c'est pour ça que c'est des maladies vectorielles. Elles peuvent pas, c'est pas comme d'autres maladies, comme du staphylocoque, qui peut rester dans l'environnement et après vous contaminer. D'accord, merci. Du coup, la machine à laver collective, j'ai une patiente qui était sous cortisone pour une polyarthrite. Effectivement, elle s'est pris des conidas, elle s'est pris des staphylocoques, des streptocoques, elle s'est pris toutes sortes de choses par sa machine à laver collective. Mais bon, il faut préciser qu'elle était sous cortisone, donc elle avait un système immunitaire qui était déprimé. Mais effectivement, c'est le cas. Mais effectivement, comme dit Frédéric, je ne pense pas à l'écologie. S'il vous plaît. Tenez, madame. Le système, les serpents, Oui. ils pourraient être pris en charge, enfin par une borréliose. Potentiellement oui. Ah oui, non, vous parliez de... Potentiellement oui, parce que... c'est du vivant. C'est du vivant, et puis... du vivant froid. Oui, mais les tiques, c'est froid aussi. La tique n'est pas un animal à sang chaud. Donc ça se développe très bien sur les tiques. Donc après, sur des serpents, pourquoi pas? Oui, bon, d'accord. Pourquoi pas? Merci. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, je crois 5-6 ans aux États-Unis, sur les serpents comme étant les meilleurs prédateurs des tiques. Des tiques. C'est-à-dire qu'ils mangent des tiques. Et on s'est posé la question, et je crois que ça remonte à 5-6 ans cette étude également, en se disant est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à développer la présence des serpents pour diminuer la présence des tiques. Alors après, ça refroidit, en termes d'infection froide, ça refroidit un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, c'est une question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas... il y a des tas de parasites dans la nature qu'on peut attraper, et pourquoi on ne fait rien pour attraper les tiques? Quelle est la raison? Je veux dire, on sait pertinemment que si on met un drap blanc dans la forêt, il y aura plein de tiques qui vont dessus. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la santé publique, on ne fait pas des pièges à tiques dans les forêts, etc. Pourquoi est-ce qu'on commence pas déjà avec des panneaux pour avertir les gens? Je crois que, comme je l'ai expliqué ce matin peut-être aussi, en fait, ce n'est pas... il faut qu'on vive avec la nature. On a tout le temps vécu par le passé avec la nature. Je crois que le problème, c'est pas tellement d'éradiquer tout le monde du vivant, tout le vivant, parce qu'on est tous porteurs de maladies en puissance, on va dire, de notre corps, et on a toujours eu des insectes avec lesquels on a pu vivre par le passé. Donc je pense que c'est pas tellement ça qu'il faut envisager, c'est peut-être reconsidérer notre mode de vie, notre civilisation, parce qu'on ne pourra jamais éradiquer tout ce monde du vivant, c'est pas possible. Donc je crois que c'est... Alors, je pourrais dire deux choses sur la dame qui vient de poser la question. C'est en France, on fait un peu la chasse aux chasseurs, c'est qu'à le dire, puisqu'on tue de plus en plus de renards. Et il faut savoir que le renard est un gros consommateur de rats. Et un renard mange environ 6000 rats, et qu'on sait qu'il y a énormément de tiques sur les rats. Donc voilà déjà une raison. On fait ça, donc c'est... Voilà. Alors, puisque j'ai le micro, je peux peut-être continuer. Je voudrais d'abord, en tant qu'exposant, remercier l'association qui m'a invité, également Elisa avec qui j'ai eu beaucoup de rapports, enfin des rapports téléphoniques et emails. Alors, je m'appelle Fontaine Alain, je suis français, donc j'ai depuis plusieurs années mis au point un concept pour la maladie de Lyme. Alors, j'ai avant tout, ma carrière professionnelle a été avant tout d'être aromathérapeute. J'ai 55 ans dans l'aromathérapie, donc je suis plus tout jeune. J'ai été ancien constructeur d'appareils médicaux, donc j'utilise dans la maladie de Lyme, et on discutait avec les gens de BSA tout à l'heure, j'utilise même plus d'appareils qu'eux, puisque j'utilise les champs magnétiques pulsés, j'utilise le zapper, j'utilise l'infrarouge, dont j'ai été le premier Français à déposer un brevet, donc avec un double, c'est-à-dire un genre de scanner, dans lequel vous avez deux types d'infrarouge qui chauffent dessus et dessous. On sait très bien que dans la maladie de Lyme, ça sert à l'infrarouge. Je conseille aussi beaucoup aux gens qui ont la maladie de faire du hammam, et pas du sauna, du hammam. La transpiration, détoxination, ça c'est la première chose importante.
J'ai rencontré aussi Doriane qui a écrit un livre. C'est une dame qui a eu la maladie de Lyme pendant 25 ans, qui aujourd'hui est devenue diététicienne. Je vous conseille son livre, il est assez intéressant aussi. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je fais. On va être, donc le 18 mai, on est tous à Lyon avec tous les médecins qui sont participants. Hein. Je suis très ami aussi avec le docteur Raphaël Cario, qui a fait la une de la télé et des journaux, parce qu'il a été condamné pendant 4 mois par le corps médical français, donc 4 mois d'interdiction d'exercer la médecine. Raphaël qui faisait des conférences avec moi, maintenant on n'en fait plus parce qu'il a dit la prochaine fois on va me radier à lui. J'ai rencontré le professeur Péronne à Lons-le-Saunier l'année passée, je lui ai expliqué ce que je faisais, il m'a encouragé à continuer mes recherches. Donc c'est un peu tout ça, je trouve que ce que disait tout à l'heure aussi à d'autres personnes, M. Baumann notamment, on doit tous être complémentaires, on ne doit pas se tirer dans les pattes, ni essayer comme on le voit aujourd'hui. J'ai écouté la conférence des médecins au Sénat, je suis scandalisé d'entendre ce que j'ai entendu, quoi. C'est un peu ça, quoi. On ne veut pas reconnaître cette maladie, c'est inadmissible. Hein. On a un président de la République, ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir, bon, il aurait dû bouger. Hein. On a une ministre de la Santé, comme je dis, je l'attraperai et je lui mettrai des vaccins dans les fesses à tire-larigot pour lui montrer ce que c'est que les vaccins. C'est tout, on peut empoisonner la planète, on peut... Et nous, on nous met les bâtons dans les roues, c'est quand même dommage, voilà. Donc, moi, si vous voulez, aujourd'hui, c'est à mon âge, c'est pas je ne ferai pas ça pour faire des clients personnels, j'en ai pas besoin. C'est surtout pour vous, naturopathes, comme je dis aux naturopathes français, apprenez des méthodes comme vous avez en ce moment. Hein, il y a un boulot énorme à faire, parce que moi, j'utilise beaucoup aussi, par rapport à... D'ailleurs, c'est pour ça que les gens allemands sont intéressés par le biomagnétisme par paire d'aimants. J'utilise des aimants hyper puissants. Pour ceux qui savent ce que c'est 13 000 volts, c'est énorme. Et on va tuer les virus, on tue les microbactéries, ce que peut pas faire autre chose, même l'antibiothérapie. Donc c'est ça, c'est tout ce mélange. J'utilise 12 thérapies pendant la maladie de Lyme, pas une, 12. Ce qui impressionne les médecins qui viennent me voir en disant « Pourquoi t'en fais autant ?» Et oui, parce que ce que disait M. Bovin, peut-être c'est le résultat de ton succès. Moi, j'ai des gens qui sont arrivés chez moi en chaise roulante, à béquille, en canne, qui aujourd'hui marchent, qui retrouvent la santé. Allez voir mon site, vous verrez, pour ceux qui vont le voir. Les témoignages, je ne les ai pas payés pour eux, non. C'est des gens qui m'embrassent, qui me pleurent. Je pleure souvent avec eux, parce que j'ai un côté émotionnel dans cette affaire, de voir tous ces gens, des enfants surtout. Là, je vais rencontrer à Lyon Dr Raymond, Dr Mas, tous ces gens-là qui font partie de ces médecins qui essaient de lutter, qui sont avec nous. On doit être complémentaires, on ne doit pas se tirer dans les pattes. Moi, j'envoie les médecins quand je trouve... avec cette méthode, j'ai trouvé des cancers avant les médecins. Eh bien, je dis à la personne, allez voir votre médecin, faites-vous faire un bilan sanguin, c'est intéressant. Voilà ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est vous, tous ceux qui sont là, tous les naturopathes ou autres, apprenez ces méthodes, tout ça, ceux du docteur aussi Picard, tout ça, c'est tout, on est tous complémentaires. Tous les gens qui vendent des compléments alimentaires, je m'en sers, moi. Je me sers beaucoup de choses. Le sérum de Quinton, aussi, vous voyez. L'aloe vera, il y a plein de choses comme ça. Il faut le faire, et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Donc c'est ça qui est important, voilà. Je vous remercie, j'ai peut-être été un peu long, mais je pense que cette maladie vaut vraiment le déplacement, voilà. Merci encore à l'association. Donnez-moi votre site, que je puisse l'inscrire sur le tableau. Alors, le site s'appelle www. Halte comme halte, une halte, Lyme Center. Halte avec H. Lyme, la maladie, Center. Lyme.com, c'est comme ça? Haltelyme.com. Lyme, pardon, je n'ai pas compris. Lymecenter.com. Voilà, ok. Très bien, merci. Je suis venu avec un médecin français qui est à Lausanne et qui commence à apprendre. Il a fait un premier stage avec nous. Donc, vous voyez, il y a des médecins quand même qui s'intéressent à la maladie. C'est bien. Moi, je peux que les remercier et les féliciter. Voilà. Alors, courage. On peut, quand je dis, je suis peut-être le seul à dire, oui, Lyme est guérissable, parce que j'en ai guéri déjà pas mal. Voilà. Merci.
Et je suis un autodidacte et je suis fier de l'être. Je vais pas lire. On n'en s'échappe plus. Ce serait juste un témoignage, pas une question. Pour revenir sur cette notion de terrain, je crois vraiment que le microbe n'est rien et le terrain est tout. On passe notre vie, à l'heure actuelle, à détruire notre terrain. Et ça, il faut vraiment que tous les gens qui sont dans les médecines naturelles, y compris les autres, en prennent conscience et travaillent pour renforcer, pour régénérer notre terrain. Voilà, merci. Le microbe n'est rien, le terrain. Oui, c'était pour revenir là-dessus. Oui, toujours pour rester sur la notion de, comme disait Judith Alberta, sur la notion de terrain, comme la borrélie est sous forme de spirale, c'est aussi comme l'ADN, donc aussi toute la communication. Et je trouve qu'on oublie souvent les éoliennes, enfin les pylônes des éoliennes. On pense souvent à la Wi-Fi, mais là on est dans une communication qui va plus. Voilà. Okay. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que l'on pense, Judith Alberta, comme ça, Monsieur Picard, par rapport à justement ces pylônes éoliennes et l'interaction sur cette communication, en pensant que la borrélie, c'est comme une spirale, comme l'ADN. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais... Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'on peut faire justement? Je vous entends pas bien. Oui, on oublie souvent les pylônes des éoliennes, oui, et la forme de la borrélie qui est aussi une spiroquette et qui est la même forme que l'ADN, et qu'on est vraiment dans un problème de communication où on est très perturbé par ces pylônes d'éoliennes qu'on oublie totalement. En plus, la borrélie, elle change son ADN. Voilà. Elle se transforme. Pardon, oui. Ah bah oui, on l'avait là. La borrélie, elle a un ADN et puis elle mute, elle change le codage de son ADN, ce qui fait que le système immunitaire a du mal de la retrouver parce qu'il fabrique des anticorps contre une certaine séquence d'ADN et puis pof, c'est pas la même image qui est présente. Et ça, c'est en permanence. Mais par contre, j'ai pas bien compris l'allusion ou la similitude entre le pylône de l'éolienne et la borrélie. À cause de la Wi-Fi. Vous voulez parler de la pollution que cela entraîne? Je veux dire, toute l'émission en fait qui est comme la Wi-Fi, mais pire, avec des fréquences qui sont lancées par les pylônes des éoliennes. Oui. Et on en a de plus en plus. Et localisées, suivant où elles sont localisées géobiologiquement, elles vont émettre d'autant plus. Oui, ça c'est clair que les pylônes d'éoliennes, mais les pylônes d'éoliennes, ils sont plantés à des endroits dans le sol, et c'est comme des aiguilles d'acupuncture bien placées ou mal placées, qui à la fois sont une onde de forme, et à la fois les éoliennes, électriques en tout cas, elles ont une prise de terre et elles envoient une partie de l'électricité dans la terre, ce qui rend malade le cheptel. Donc voilà, bon ça c'est pour les éoliennes. La borrélie, elle se plante mais elle se cache. C'est pas tout à fait pareil, je crois. Mais voilà. Je pensais que ça va être un grand impact justement, que les gens soient beaucoup plus sensibles. Et puis, parce que la borrélie, on l'a depuis, comme je disais, la nuit des temps. Ouais. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, oui, c'est la Wi-Fi, les éoliennes. Mais oui, parce que la Wi-Fi et les pollutions, la Wi-Fi et tout le reste fait partie des pollutions qui affaiblissent notre résistance et qui permettent à la borrélie de s'exprimer. Voilà, c'est plutôt ça. Ah, tel que j'ai compris. Il y a aussi, effectivement, avec ces échanges électromagnétiques, une émission accrue de toxines de la part des borrélies et des autres pathogènes qui sont impliqués dans la borréliose vénale, les co-infections. Et c'est là qu'on a un problème très certainement.
La borrélie en elle-même n'est pas. Enfin, ces microbes ne sont pas en eux-mêmes trop nocifs. Je dirais ce qui est nocif, ce sont les toxines qui vont émettre. Ce sont ces toxines qui nous font souffrir, et qui vont générer ces inflammations, ces cytokines inflammatoires, un déclenchement d'inflammation en chaîne. Et c'est exacerbé vraiment par les signaux électromagnétiques qu'on peut trouver avec les Wi-Fi, avec toutes ces connexions modernes. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment éviter d'en avoir dans les chambres à coucher à minima, comme on disait déjà ce matin. C'est un problème. Ce modernisme est un problème. Oui, absolument. J'aimerais aussi rappeler que les champs électromagnétiques de type Wi-Fi, et téléphone portable et Bluetooth ouvrent la barrière hémato-encéphalique, donc laissent passer beaucoup d'endotoxines, mycotoxines et tout ce qui s'ensuit au niveau cérébral. Et c'est ça le problème. Et on se pose la question de tous ces jeunes qui ont des petits écouteurs Bluetooth en permanence à l'oreille. C'est peut-être pas terrible pour leur cerveau, je veux dire. Qui est déjà pas terrible. Déjà, l'émanation en soi n'est pas terrible, mais posée sur le cerveau. Non, mais le cerveau aussi. Et on a ce problème-là maintenant. Non, mais je vais parler très fort. On ne pourrait pas balancer de la 5G au TIC. Bonne idée. Quand tu vois la 5G, il faut profiter. J'ai lu qu'en Corée, ils en avaient balancé pour écarter des sangliers, ils devenaient complètement fous. Il n'y a pas que les sangliers qui sont devenus fous en Corée. Je vais juste finir avec l'histoire des Bluetooth. On a le problème actuel des appareils auditifs. Tous les appareils auditifs pour les malentendants, actuellement, sont en train d'être mis sur Bluetooth. Donc on ne peut plus trouver des appareils sans Bluetooth pour les malentendants. C'est en train voilà, de passer. Et c'est complètement fou parce que les symptômes décrits par les personnes qui en portent, c'est vraiment des maux de tête et des perturbations de la mémoire, de la concentration et vraiment des douleurs. Donc évidemment, je veux dire, c'est incroyable qu'on n'ait pas pensé à ça et qu'on continue de le faire et qu'au contraire, on élimine les autres types d'appareils. Assez grave. Oui. Par rapport aux ondes électromagnétiques, il faut savoir aussi que quand on a des métaux en bouche, les métaux en bouche vont faire antenne finalement et vont multiplier l'intensité du signal de 400 à 700 fois. C'est-à-dire que vous mettez votre téléphone portable à côté de vos métaux en bouche, ça peut être aussi des implants. Des implants, des amalgames dentaires. Un implant en titane fait très bien l'affaire aussi, mais des amalgames dentaires ou tout simplement un dentier avec des crochets accrochés, mis dans la mâchoire, accrochés sur l'autre dent. Vous avez du métal en bouche, eh bien on va avoir, sur les publications scientifiques, on voit l'augmentation de l'intensité du signal qui va être multipliée de 400 à 700 fois juste à côté de la barrière hémato-encéphalique. Donc on va y faire des trous. Autre chose qui a été éprouvée également, il y a une étude, je l'ai mis sur la page Facebook il y a déjà au moins un an ou deux, je ne sais plus, mais je le présente je crois que je l'ai présenté d'ailleurs, mais c'était pas trop visible dans la conférence aussi, un petit schéma où on voit une box avec un émetteur et on voit une personne qui a un amalgame dentaire sur une dent. Et bien, quand on est assez proche de la box, on a une émission de vapeur de mercure, de méthylmercure, à cause de la box. Donc se mettre à côté d'une box avec des amalgames dentaires au mercure, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc on a un gros problème avec ces rayonnements électromagnétiques, oui, absolument. Monsieur, il y avait le micro. Une question, monsieur là-haut. Momentanément, on est allé à la recherche d'un... Attendez, ils sont en train de parler. Alors, momentanément, on a cherché un peu l'identité, une compréhension de c'est quoi ce phénomène, via quoi le symbole, l'information qui va derrière. Et peut-être qu'on peut la lire à travers le fait que les saints... Attendez une petite seconde, je n'arrive pas à entendre la question parce que vous parlez, peut-être on peut juste l'écouter. Les saints, vous êtes thérapeutes, donc peut-être que vous avez décodé un dénominateur commun dans la relation thérapeutique
qui est propre aux gens qui ont la maladie de Lyme et qui vous approchent. Voilà, très sensiblement, peut-être que vous avez envie de partager quelque chose sur ce sujet. Moi, j'ai mes propres expériences, mais peut-être que vous avez les autres. Les vôtres. Vous me comprenez? Non. Je pense qu'un des premiers dénominateurs communs, c'est déjà que très fréquemment, ce sont des gens qui sont en errance thérapeutique. C'est déjà ça. Il y a une vraie souffrance de patients. Ça, c'est une chose qu'on retrouve quasiment systématiquement. C'est vraiment le plus gros truc. Oui, effectivement, ils sont en errance thérapeutique et ils ont rien du point de vue de la médecine conventionnelle. Donc il y a un sentiment de révolte et un sentiment d'abandon. Oui, il peut y avoir des désespoirs, des dépressions qui sont induites par le fait qu'on les prend pour soit des simulateurs, soit des gens psy. Hein, et donc ça induit pas mal de réactions. En fait, secondairement au problème de la maladie, il y a des symptômes psy qui peuvent survenir. Voilà ce qu'on peut voir. Et puis, comme plusieurs personnes ont dit, il y a souvent un gros choc ou un gros stress qui est survenu avant que se déclenchent particulièrement les symptômes, souvent. Voilà ce qu'on peut dire, peut-être, à part toute la kyrielle impressionnante des symptômes qu'on a vu apparaître. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut dire. Je voudrais ajouter si je peux me permettre. Mais moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure dans la patiente du centre qui était là, c'est quand elle a dit qu'après ses errances, et dans certains livres c'est décrit, quand on va voir un médecin officiel qui est reconnu comme très efficace et une grande sommité, la plupart du temps il a un discours assez gentil, mais dans sa conclusion c'est que la personne relève de la psychiatrie et que ces gens ne sont pas entendus, leurs douleurs ne sont pas reconnues, et je peux en parler, on met tout ça sur le compte de la psychiatrie, une imagination, un imaginaire, et la douleur est toujours présente. Donc les personnes ne sont pas respectées ou reconnues dans ce qu'elles disent, et c'est ce manque de reconnaissance aussi. Et dans la maladie de Lyme, dans l'expression de la maladie de Lyme, on retrouve ce côté-là, la personne n'est pas entendue. C'est comme si la communication, madame, c'est là où je pense à ça, je rejoins, c'est comme si la communication entre le patient et ce qu'il exprime ne peut pas passer à la personne qui est en face et qui est soi-disant apte à évaluer. Il y a un manque de connexion. Et manque de communication. Je sais de quoi je parle. Avec les effets des ondes magnétiques. Je vais juste demander à la doctoresse Blale, do you have symptoms a profile typical of the Lyme disease patients? This was a question of the man. Do you have something to tell that is really typical? Yeah. Okay, that's a good question. Usually we have in Germany we have three strains of Borrelia, which are very common. Since the last year we have all the 4 strains. One is Borrelia miyamotoi, which causes some belly problems. Second one is Borrelia gavini, which causes some neurological problems. The third one is Borrelia burgdorferi, which causes some problems with the joints and with the muscles. And the last one is Borrelia afzeli, which causes some problems with the skin. And so these are usually, we're talking about Lyme disease, that this is something like a chameleon of medicine. So usually in medical school you learn that Borrelia, you only learn the symptoms of Borrelia burgdorferi for joint problems and muscle problems. If I look at alors, donc la question c'est qu'elle nous a redit les symptômes principaux des différentes espèces de Borrelia et elle dit malheureusement on n'apprend que les symptômes de la Borrelia burgdorferi avec le problème des douleurs articulaires, la peau, voilà. Mais en fait elle dit que quand elle reçoit les patients, la plupart du temps c'est les stades 3 et même maintenant les stades 4 comme on avait la jeune fille de son exemple là.
If I look through my patients, I have a lot of patients, they have some psychological and some psychiatric problems, like depressions, like mood swings. This young lady I presented you, during her life she stayed for 1 year in psychiatric hospitals. Yeah, and so it's, and we know there was a big scientific work, I think 1 year ago, made of Dr. Bransfield, who is a psychiatrist in the US, and he collected all these cases who have chronic Lyme disease and have psychiatric problems. And my opinion about that is that you can see nearly every kind of psychiatric problems with patients with Lyme disease, and this is sometimes a problem. Ouais. Alors son expérience, c'est qu'effectivement la plupart des patients arrivent avec des diagnostics psychiatriques et c'est vraiment un problème. Bon, on sait que le Lyme c'est une maladie caméléon qui imite les autres, mais pratiquement tous ils ont été taxés, étiquetés de maladies psychiatriques et qu'ils ont vraiment des problèmes neurologiques et psychiatriques. Il y a un médecin, un psychiatre américain qui a fait une étude là-dessus, qui a repris tous les cas de patients qui avaient un parcours psychiatrique alors qu'ils avaient Lyme. Donc c'est vraiment une généralité. In our clinic we are using a questionnaire with 150 questions. These 150 questions are also symptoms which were described for Lyme disease. And before we have a first appointment with our patient, we go through this list and we check this as a doctor. And so in the first appointment we also talked about this with our patients. Et dans la clinique, ils ont un questionnaire de 150 questions qui check au niveau justement psychologie, psychiatrique, et en général le médecin regarde avec le patient ces questions avant de poursuivre plus loin les tests biologiques, etc. Donc on examine vraiment attentivement les facteurs psy qui peuvent y avoir, qui sont en général liés. Il y avait une question là-bas derrière de Lisa. Ou bien peut-être après on pourrait redonner la parole à notre ami Shannon pour qu'il donne son... Alain, non, mais je préfère que ce soit Alain d'abord. Non, c'est mieux Alain. Oui, pour qu'il puisse donner son point de vue sur la question. Moi, c'est... Parce que tu avais notre vécu, maintenant toi tu as peut-être un point de vue là-dessus. Oui, parce que j'ai aidé certaines personnes qui avaient la phobie. J'ai aidé certaines personnes qui avaient la phobie de la tique. Et puis il y avait le témoignage ici de la personne qui a eu tout à coup peur. Et tout est revenu en un jour. Et pour moi, ça va... il y a quelque chose qui est transcendant, parce que ça appelle une sorte de globalité de l'être à travers tous ces cofacteurs. C'est jamais c'est un complexe. Et c'est comme si c'est une invitation à plonger dans la vie entier. On ne peut pas y aller dans la demi-mesure. Ça ne va pas se faire en un coup de pelle et puis c'est terminé. Ça ne marche pas avec le conventionnel. Et pour moi, il y a une sorte d'engagement à aller dans une rencontre du mouvement organique de l'être humain, où tout s'organise et on arrête d'aller avec des lasers, avec du yang mal foutu, voilà, c'est un petit peu les mots que je peux mettre dessus, mais j'ai vu d'autres personnes qui avaient besoin d'aller trouver la puissance de la nature en eux aussi, de leur vraie nature, pour mener une recherche d'identité aussi qui est inévitable. Elle a dit aussi en le témoignant, elle a compris des choses sur elle, mais bon, ça on peut aussi à travers chaque maladie. Moi, je me demandais juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, justement dans le symbolisme, ce qu'a dit Michel, mais un jour aussi ce que m'a dit Alain sur, par exemple, l'épidémie de syphilis autrefois, qu'il y a des maladies de civilisation. Je pense que je ne suis pas homéopathe, je ne connais pas grand-chose, j'entends les gens dire des choses, je suis entourée de beaucoup de gens très érudits, mais quelle est la symbolique derrière? Parce qu'on a évoqué la communication, ça fait sûrement écho à des chemins de vie, des gens qui doivent rencontrer certains... il y a la colère, il y a l'incompréhension, qui n'ont pas finalement une conséquence, mais finalement déjà dans l'histoire de la personne. On a l'impression que la maladie arrive pour faire écho à quelque chose de ça. C'est peut-être ça que tu voulais dire en partie, si j'ai bien compris, Alain. Peut-être. Qu'il y avait cette symbolique derrière la maladie et que c'est peut-être un trait en commun. J'avais envie de savoir si on pouvait
pour terminer, un petit peu creuser ça, si quelqu'un a quelque chose à dire. Bonjour, merci. Oui, il y a quelques mots qui me viennent à l'esprit par rapport à cette symbolique. Des mots qui reviennent souvent dans les explications de toutes les présentations, en fait, qui sont le mot intérieur-extérieur. Donc, quel est le lien entre notre organisme, l'organique intérieur et puis l'environnement. Et puis le mot parasite, qui vient souvent. Donc, c'est aussi le parasitage par rapport à la communication. Mais qu'est-ce qui est le moi, qu'est-ce qui est le non-moi, ma relation avec l'autre, et est-ce que je me laisse parasiter ou pas aussi. Je pense qu'il y a une histoire de qu'est-ce qu'on laisse rentrer, qu'est-ce qu'on ne laisse pas rentrer, et à qu'est-ce qui nous parasite en fait, autant intérieurement que extérieurement. On peut prendre avec ça toute l'histoire du système immunitaire, qui est la barrière du soi et du non-soi. Qu'est-ce que je laisse entrer en moi ou pas, mais on peut reprendre aussi avec ça le problème de l'intestin poreux, etc. etc. Finalement, la limite du soi et du non-soi est primordiale dans cette histoire-là, c'est-à-dire le système immunitaire. Et comme on sait que le système immunitaire est couplé au système neurologique, au système psy, au système endocrinien, on sait vraiment que ces systèmes travaillent ensemble, on peut comprendre que c'est un bug assez systémique, puissant, qui permet ce genre de maladie. De rebondir. Là, vous ramenez encore la question à quelque chose d'assez biologique, qui est le système immunitaire, mais lui-même, en soi, qu'est-ce que c'est Je suis un peu bouddhiste, comme c'est un peu la mode, on va dire. Mais est-ce qu'un moustique, je le tue ou je le tue pas? Est-ce que j'essaie de cohabiter avec lui ou est-ce que j'écrase comme ça? Voilà, c'est une question que je me pose personnellement. Si d'autres ont des pistes. Tuer la tique. Ben ouais, est-ce qu'on écrase la tique ou est-ce qu'on essaie de vivre, comme vous disiez, par rapport à la forêt? Est-ce que finalement je vais plus en forêt, je vais plus dans la nature, ou est-ce que finalement on n'a plus peur de ça et on y va quand même? Et le système immunitaire, c'est un filtre. Et comment est-ce qu'on l'entretient? Mais quelle est la... Enfin voilà, c'est un garde-frontière. Qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse pas passer? Alors c'est pas tant un garde-frontière que ça. Le système immunitaire, c'est pas un filtre. C'est plus un régulateur. Parce qu'en fait, on vit avec tout un tas d'éléments pathogènes autour de nous, enfin tout un tas d'éléments étrangers. Et il faut qu'on vive avec ça. Parce que je pense que la notion d'agent pathogène et d'agent étranger, on en a besoin. Le système immunitaire ne peut pas fonctionner sans ça. C'est comme le stress. Les expériences qui ont été faites sur des souris, on ne les stresse pas, elles meurent. Le stress, on en a besoin. Et on a aussi besoin d'éléments étrangers. Le système immunitaire a besoin de ça. Il faut se poser la question, par exemple, sur ces virus comme le BV. Pourquoi est-ce qu'on a un virus qui fait que 90% de la population non seulement est touchée avec ça, mais la brûle? C'est pas par hasard. Voilà. Après, à un certain moment, l'équilibre est rompu. La question qu'il faut plus se poser, c'est pourquoi l'équilibre est rompu? Et quelle est effectivement la symbolique dans cette rupture d'équilibre? Je pense que c'est plus là où il faut creuser. Moi, j'aurais une question. Monsieur, il avait le micro. Oui, je voulais revenir sur ce qu'on fait nous, c'est-à-dire le biomagnétisme par paire d'aimants. On travaille beaucoup sur l'émotionnel. On a même plusieurs pages. On va travailler, on retrouve, parce que quand la personne est franche avec nous, c'est tout ce qu'on retrouve. Moi, je reviens souvent à l'enfance. L'enfance est très important. C'est souvent là qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Je vais raconter une anecdote qui s'est passée dernièrement. C'est la fille d'une amie, elle a fait une autre formation. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc, il y avait des blocages. Alors que son mari était compatible, elle aussi, donc il n'y avait pas de problème. Elle a fait une in vitro, ça n'a jamais marché. Et bien, elle est venue, on a travaillé, on a fait tout l'émotionnel. Et tout ce que je lui ai trouvé, son mari rigolait, pas possible, en disant, mais c'est tout elle. On a travaillé là-dessus, et aujourd'hui elle est tombée enceinte. Donc vous voyez que l'émotionnel joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est ce qu'il faut voir dans toutes ces méthodes. Le cerveau, et dans le cancer, c'est pareil. Le stress, qu'on appelle le stress oxydatif, on y travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur le système immunitaire en tant qu'aromathérapeute. J'utilise des huiles essentielles que j'ai appelées immunes d'ailleurs. Je travaille en croisée, ça j'apprends. Je suis peut-être le seul en Europe à faire ça, mais on a un concept vraiment qui tient la route. C'est pour ça que les médecins,
J'en ai encore eu un la semaine dernière qui restait 3 heures avec moi, de Rumilly, en Haute-Savoie. Et il m'a dit, maintenant, quand il est parti, il m'a dit, Alain, je comprends pourquoi tu as des résultats. Parce que c'est vraiment un ensemble. Il ne faut pas rêver, la maladie de Lyme, c'est long. C'est long à soigner. On ne peut pas dire aux gens, vous allez être guéri dans 15 jours, 2 mois ou 6 mois. Nous, déjà, notre premier concept, il est 6 mois de traitement. Et après, on change avec différentes thérapies. Et c'est pour ça, peut-être, que j'ai des résultats au-delà, souvent, même de mes espérances. Je dois le dire. Madame d'abord, excusez-moi. Je me posais juste la question par rapport aux antibiotiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de résistance due à l'utilisation importante des antibiotiques. Est-ce qu'on ne va pas faire la même chose avec les borrélies, étant donné que c'est quelque chose qu'on a en nous, qui ne pose pas de problème chez beaucoup de personnes, en utilisant des antibiothérapies virulentes et sur du très long terme, est-ce qu'on ne va pas sensibiliser dans le fond l'ensemble de la population, ce qui est déjà en train d'être le cas actuellement pour d'autres maladies? Est-ce que c'est des questions par rapport aux recherches de traitement de l'avenir qui se posent ou pas? Ou est-ce qu'on se dit non, c'est quand même une des manières importantes de traiter? The reasons that we usually are using more than one antibiotic to prevent this resistance. That is one of the reasons. Only for the acute stage you can use only one antibiotic. But if you're on the chronic side, we usually use a minimum of 2 antibiotics. Usually also in the combination with Artemisia. And on the clinical side, we don't find the resistance. But the other question is always, if a patient doesn't answer on the therapy, you have to think about it. What is the reason for that? Maybe one of them is resistance. So, but I have no real sign for resistance because we don't take a microbiology and we don't make antimicrograms. That's the thing. Usually, if we have no answer to the therapy, we have. I looked on the file of the patient. I'm always looking maybe if there's a co-infection which plays a role. That's one thing. And the other thing is also we can change the antibiotic treatment. You can use other substances, and in the most cases we are successful with that. And if I have a long-lasting therapies, and we, for example, we get 70 to 80%, but the patient is not good, not 100% good. Then usually, if I take a lot of time to look through the file and to look for some other infections. And usually, if you treat them, you will be successful. And my opinion, for example, is also, I do not believe in the post-Lyme syndrome. Only that because these are completely different to all the others big players in this kind. You have to look for other diseases. That's my opinion about that. Yeah. And the other thing is we talk only 1 second. Only 1 second. We also, every patient will get some probiotics, and it's very interesting that only we have less than 5% we have some side effects on the gut. So this is very interesting. Alors, seulement dans les infections aiguës premier stade, on donne un seul antibiotique, sinon toujours 2 plus de l'artémisia. Et il n'y a pas, à sa connaissance, il n'y a pas vraiment de résistance pour le moment. Bon, en plus, d'autant plus qu'il change assez souvent de combinaison de traitement. Mais on ne peut pas faire des antibiogrammes pour les borrélias. Voilà, c'est ça. En fait, elle se guide sur la clinique. Et la plupart du temps, quand il y a une clinique qui ne joue pas, que ça a une guérison qu'à 80%, mais pas tout à fait, eh ben, c'est pas qu'il y a une résistance, c'est qu'il y a une co-infection qu'on n'a pas vue et qui nécessite un autre remède. Et en fait, elle dit c'est surprenant qu'on ait peu d'effets secondaires des antibiotiques, mais à condition de mettre des probiotiques, évidemment, avec. Donc, pour le moment, les résistances, ça ne se pose pas encore véritablement. En tout cas, pas dans sa pratique. Une question là au fond avec une. We also use some kind of Lyme spot, which is some further developed Lyme spot,
to have a control of the therapy during the treatment. Oui, bien sûr, on fait aussi des contrôles des sérothérapies, enfin des sérums pendant le traitement, pour être sûr qu'on va dans le bon sens. Okay. Et puis elle a dit aussi qu'elle ne croyait pas trop au post-Lyme syndrome, qui est une description. Je pense plutôt que quand on a un post-Lyme syndrome, c'est plutôt une co-infection qu'on n'avait pas vue avant. C'est plutôt ça le problème. Alors, je crois qu'il y a encore une question, et puis après, je crois qu'on va justement s'arrêter. Deux questions, et madame qui avait une question aussi. C'est pas une question, c'est une réflexion que je me faisais par rapport à ce que j'ai entendu. C'est qu'au fait, l'équilibre entre le soi et le non-soi, mais le biotope, la flore intestinale est constituée d'énormément de cellules qui ne nous appartiennent pas, et puis on doit avoir l'équilibre avec. Et je remarque que les personnes qui sont de plus en plus allergiques, au fait, ils luttent contre. Donc est-ce qu'on ne doit pas aussi chercher des traitements qui vont à l'inverse, qui iraient pour accepter ce qu'on a en nous et puis arriver à trouver l'équilibre avec, plutôt que de lutter contre toutes ces bactéries ou voilà, ces virus qui arrivent, avec Lyme et autres. Oui, alors c'est très pragmatique. Après une piqûre de tique, combien de temps avant d'être infecté? Une tique infestée. Maintenant, si on a une piqûre, par exemple une infirmière qui fait un traitement acidéen et puis qu'elle se pique en retour avec la seringue qu'elle avait touchée, elle prend un traitement préventif. En cas de borréliose ou de morsure de tique, que ferait-on préventivement? Alors, je peux déjà répondre à la question précédente, c'est de la dame juste avant. Voilà. Qui posait une question par rapport aux nombreux pathogènes qui sont exogènes finalement dans notre intestin. Est-ce qu'il faut lutter contre? Pour lutter contre, il faut les identifier, donc c'est pas toujours facile de les identifier. Et puis par ailleurs, moi, je serais plutôt, en ce qui me concerne, favorable à utiliser la technique de Natasha Campbell, c'est-à-dire de restaurer la paroi intestinale et le système immunitaire dans l'intestin qui va faire son boulot et qui va traiter l'ensemble des pathogènes, quels qu'ils soient, qu'on les ait nommés, pas nommés, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, parce qu'il y a encore beaucoup de microbes qu'on ne connaît pas. Et qu'on révélera peut-être, qui vont se révéler peut-être dans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et cela, qu'est-ce qu'on en fait et comment les traiter? À mon avis, je pense qu'il ne faut pas trop perdre de temps sur le microbe, mais plutôt essayer de restaurer l'intestin, le système immunitaire qui siège quand même à 75-80% effectivement dans l'intestin. Et on va régler beaucoup de problèmes comme ça. Pour la deuxième question, je vais peut-être laisser le docteur répondre, bien que j'ai aussi des idées sur la question, mais je vais quand même laisser le médecin répondre. Je ne suis pas sûre que c'est la compris. The second question was when you have tick bites, is it important to make a preventive treatment or what to do? And how long is it still you know that there is not what to do practically? That's a really good question. That's a good question. Yeah, my patient who have had some chronic infections, they are afraid to get a new infection. That's the first thing. So usually we recommend for them that they, for example, they are wearing long sleeves and long trousers and so on. But if they have a new tick bite, usually the first thing is to remove the ticks. That's the first thing. Then it's not, you cannot exclude if you have no erythema, that you have no infection. The only test you can do it after 8 days, it's some kind, that's Borrelia elis, what you can do, and then maybe you will find positive results. My recommendation for my patients is just to take antibiotics for 4 weeks. Only one antibiotic for 4 weeks and then stop it. And so most patients do that, and they have no further problems with that. I think this is. Which one? I prefer usually the azithromycin because you don't need so many tablets. You only have to take, for example, 500 milligrams 6 times in the first week, and in the second and third and fourth week, only 3 tablets in the week. Ah, okay, d'accord. En fait, elle dit la plupart des patients qui ont eu la maladie de Lyme, ils ont toujours très peur de se faire repiquer. Donc effectivement, elle leur donne des conseils préventifs d'habillement, etc., de vigilance. Première question, toujours repérer enlever la tique.
Et ensuite, elle dit, dans ces jours-là, à risque, on redonne 4 semaines d'antibiotiques. Et j'ai dit, quel antibiotique? Elle dit azithromycine. Et la première semaine, on donne 500 mg tous les jours, enfin 6 jours. Et les semaines 2, 3 et 4, on donne 3 fois 500 mg dans la semaine. Voilà son programme de prévention active. Et bien sûr, c'est un challenge, on ne sait pas si la tique était porteuse ou pas. Tu as des choses à dire, toi? Et après, par rapport à ça, vous pouvez aller regarder aussi les recommandations qui ont été faites par Cronimed. En principe, ils ne recommandent pas systématiquement de mettre sous antibio. Ça dépend, ils attendent en principe d'avoir des signes plus tangibles, notamment si vous n'avez pas eu une analyse de l'éthique. Si l'éthique a été analysée et vous trouvez qu'effectivement il y a des agents infectieux dedans, là par contre on traite. Ils font du traitement systématique quand c'est sur des enfants ou sur des sujets à risque, notamment un sujet immunodéprimé. Alors là, il ne se pose pas de questions, c'est 28 jours d'oxycycline d'entrée de jeu. Les femmes enceintes aussi, non? Femmes enceintes aussi. Après, c'est justement un des soucis, c'est pour ça que le Lyme Tour Europe est quelque chose qui va être intéressant, parce qu'il n'y a pas de consensus là-dedans en fait. Et c'est chacun fait un peu des recommandations dans son coin. Le problème étant que les utilisations systématiques après d'antibiotiques, ça nous met après sous le feu justement des autorités sanitaires, entre autres parce que comme vous le disiez, ces histoires de sélection potentielle de souches antibiorésistantes, pas seulement par rapport à la Lyme, hein, ce qui est souvent mis en avant par les autorités sanitaires, c'est que les traitements antibiotiques de long terme favorisent l'émergence d'autres souches bactériennes antibiorésistantes, notamment sur des Escherichia coli ou sur des bactéries qui sont présentes au niveau de l'arbre respiratoire. Moi, je voudrais dire une dernière chose, la dernière fois que je vous... C'est pour répondre à la dame, vous pouvez faire, si vous allez sur mon site, je vous donne la recette pour faire du préventif, c'est-à-dire aussi bien pour vous que vos animaux. Donc une petite recette sympa, vous verrez du clou de girofle, il y a plein de trucs, des huiles essentielles, et vous en faites, et vous aspergez quand vous allez en forêt, aux champignons ou ailleurs, aspergez-vous les vêtements, hein, il y a toutes les recommandations, hein. N'allez pas les jambes nues ou la tête nue ou aussi. Hein. Et puis une dernière information, c'est qu'il faut savoir qu'un virus ne peut pas être tout seul, c'est-à-dire il y a automatiquement un champignon avec. Et de l'autre côté, une bactérie ne peut pas vivre sans parasite. C'est ces deux-là, c'est pour ça que j'ai créé 2 synergies, donc BP et VC. Donc on va traiter les virus avec les champignons et les bactéries avec les parasites. Ça c'est important, il faut le savoir, hein, surtout dans la maladie de Lyme. Oui, j'avais une question et puis une petite réflexion. Les champignons, ça entend aussi comme des Pityriasis versicolores, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est aussi des indicateurs voilà, je ne sais pas. Et puis une petite réflexion sur la peur, parce que je trouve qu'il serait bon d'arrêter d'avoir peur, parce que la peur, c'est ce qui contracte nos fascias. Or, la Borrelia, elle se cache aussi, c'est là qu'on la trouve, chez la plupart des personnes. Et donc, quand on a peur, ben, c'est aussi, on perd en fait aussi son identité. Son identité, on l'a dans la peur. Et donc, on se fait ainsi parasiter. Donc, ça serait bien d'enlever cette peur pour retrouver en fait son identité et une fluidité dans ses fascias qui sont récepteurs, émetteurs. Exactement. Okay, alors, il me reste 30 secondes de temps. Oui, je crois qu'on va faire vraiment une dernière et après je pense qu'on va clore ce colloque. Et il reste 30 secondes à notre caméraman. Après on arrête, vraiment. Vous êtes la dernière. Il vous reste 30 secondes. Encore une question, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour les personnes qui ne se font pas piquer? En fait, il y a des gens qui attrapent tout les tiques, puis d'autres qui sont quasiment jamais. Je cours dans la forêt tout le temps. Et est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Est-ce que c'est par rapport à des choses au niveau du corps, avec la magnétite, ou j'en sais rien? C'est ce qu'elle a dit, Annabelle. D'accord. Donc, je sais pas, alors est-ce qu'il y a des études?
J'ai une piste probablement de réponse parce que au sein du fonds de dotation IFORLAB que j'ai mentionné ce matin, il était question de faire en 2017 de soutenir un projet proposé par le CNR, Centre national de référence de borréliose de Lyme de Strasbourg, par le professeur Jalac et son équipe. Et finalement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons administratives. Mais en fait, un des sujets de recherche chez eux, c'était justement de savoir s'il y avait une prévalence pour les groupes sanguins, des gens qui ont tel et tel groupe sanguin qui attirent davantage les tiques. Et aux États-Unis, ils ont fait cette étude-là par ailleurs, et il se trouve qu'effectivement, les gens qui sont du groupe A ont tendance à davantage attirer les tiques que les gens qui sont du groupe AB ou O, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a pu identifier, mais peut-être qu'il nécessite d'être confirmé. Ok, merci beaucoup. Alors je crois que là, c'était le mot de la fin. Je voudrais juste dire un mot de la fin. Alors moi, je voudrais faire une réflexion d'homéopathe et la porter à votre imaginaire. Quelle était la maladie endémique du 19e siècle? La tuberculose. Quel était le mouvement spirituel du 19e siècle qui accompagnait la tuberculose? Le romantisme. Le romantisme, vous êtes d'accord? La tuberculose, ça touche quoi? Les poumons. La mélancolie. La mélancolie. Et le romantisme, c'est la mélancolie. Ça veut dire qu'au 19e siècle, l'énergie du poumon était suffisamment affaiblie pour voir apparaître une maladie endémique, en Europe en tout cas, qui était la tuberculose. Aujourd'hui, on vit dans une civilisation de lutte, de combat, que les homéopathes appellent l'UES. La l'UES, c'est « moi je suis le chef, toi t'es rien, et tu vas voir ta gueule à la récré ». Les infections, les borrélies, déjà bizarrement, ça ressemble à la syphilis. Et la luèse, c'est un descendant, une hérédité de la syphilis. Donc déjà, il y a cette corrélation. En plus, on appelle ça une maladie, une affection froide ou une maladie froide, comment vous appelez? Une affection froide. La luèse, c'est quand même quelque chose de très froid. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, c'est très froid. Le business, c'est très froid. Il n'y a plus d'humanité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée derrière ça qui tendrait à dire nous sommes une civilisation froide, nous sommes une civilisation où on ne tient plus compte de l'humain, nous sommes à une période difficile et c'est peut-être pas étonnant que les borrélies, ou en tout cas la borréliose, se développe. Voilà, c'est juste ma réflexion d'homéopathe. J'ai pas la solution. Bon, la question reste ouverte. Et en attendant, réchauffez-vous. Réchauffez vos cœurs et luttez contre la peur et les phobies. Voilà. Et puis, merci d'être venu. À suivre. À suivre. Merci.